En 2006, pendant la guerre, l'armée américaine établit des avant-postes dans le nord de l'Afghanistan pour lutter contre l'insurrection et tenter de se rapprocher des habitants dans l'espoir qu'ils déposent leurs armes. L'un de ces avant-postes est le PRT Kandesh, situé dans une vallée isolée entourée de montagnes. Cet isolement a valu à l'avant-poste la réputation de piège mortel. Une nuit, une nouvelle équipe de soldats est transférée à Kandesh. Ils ne sont pas ravis de leur affectation, mais ils sympathisent rapidement avec les soldats déjà sur place. Sous l'un des lits superposés, ils remarquent une inscription « Ça ne s'améliore pas ». Le lendemain matin, les nouveaux arrivants observent leur environnement tandis que les autres soldats leur expliquent comment les insurgés utilisent les montagnes pour mener des attaques surprises. Soudain, ils trouvent un chien. Zaïd s'apprête à lui tirer dessus, mais Skuza l'en empêche immédiatement, expliquant qu'il a sauvé l'animal pour le garder comme animal de compagnie. À cet instant, des insurgés ouvrent le feu depuis les montagnes. Les soldats se mettent aussitôt à couvert et ripostent, tentant d'éviter les explosions qui frappent l'avant-poste. Pris par surprise, ils commencent rapidement à manquer de munitions, alors Carter est envoyé en chercher davantage. Cependant, il revient avec le mauvais type de munitions. Après une brève dispute, Carter doit repartir. Pendant ce temps, les soldats continuent à tirer et lancent un mortier qui détruit leur cible, leur assurant une victoire rapide. Par la suite, Galgo pousse violemment Yingé et l'insulte pour avoir tiré trop près de sa tête. Carter revient avec les bonnes munitions mais se fait réprimander pour avoir discuté pendant une bataille. À proximité, les soldats découvrent un homme qui a perdu une partie de son visage et appellent un médecin en criant. Plus tard, ils reçoivent un appel confirmant que leur camarade blessé a bien survécu à l'opération et qu'il les rejoindra bientôt. Pendant ce temps, le capitaine Keating réprimande un jeune soldat surpris en train de fumer de la marijuana. Sachant que couper son salaire n'aura pas beaucoup d'impact ici, Keating le rétrograde au rang de soldat simple et lui retire son temps libre. Le lendemain, Keating annonce qu'ils doivent améliorer leurs relations avec les habitants et organise une shura, un conseil musulman utilisé pour discuter des affaires importantes. Plus tard, les soldats se rendent au bâtiment où se tient la shura pour rencontrer les anciens du village. Bien que les locaux soient armés, Keating laisse ses armes et sa protection à l'extérieur pour prouver qu'il vient en paix. Avec Mohamed comme interprète, Keating explique aux anciens qu'il veut séparer les civils des talibans pour les protéger. Il leur propose également de l'argent et des contrats. À ce moment-là, un autre soldat termine un test de résidus de poudre qui prouve qu'un des gardes a participé à l'attaque d'hier. Keating déclare qu'il doit signaler cela, ce qui entraînera une perte d'honneur pour le garde auprès de ses propres anciens. Après de longues discussions, les anciens ordonnent à leur groupe de déposer les armes, et Keating partage une accolade avec leur chef. Ce soir-là, les soldats grillent de la viande, boivent, partagent des histoires de chez eux et dansent sur de la musique pour célébrer. Le lendemain, les insurgés ouvrent de nouveau le feu depuis les montagnes et les soldats se mettent rapidement à couvert. Cette fois, le combat ne dure pas longtemps. Plus tard, Hard traîne Yingé hors de sa chambre en criant, car ce dernier a volé une photo de sa femme pour un usage personnel. Hard oblige Yingé à faire des pompes tout en s'excusant auprès de la photo, mais Yingé l'embrasse quand même. Pendant ce temps, Keating reçoit l'ordre de déplacer un grand véhicule tactique vers Narey. Les autres soulignent les dangers potentiels en raison des routes étroites, mais Keating leur rappelle que les ordres sont les ordres. Ils se portent même volontaires pour conduire le véhicule. Pendant plusieurs heures, un petit camion guide le véhicule tactique à travers les chemins dangereux autour de la montagne. Le véhicule est néanmoins trop grand et ses pneus glissent parfois sur le bord. La nuit tombée, ils s'arrêtent après avoir détecté quelque chose devant eux. En s'approchant, ils découvrent qu'il s'agit simplement d'un poulet mort. Le camion continue sa route et manque de faire tomber Carter, mais Romesha le rattrape juste à temps. Lorsque le véhicule tactique tente d'avancer à son tour, il finit par basculer dans le vide et explose, tuant Keating et les autres soldats à bord. De retour à l'avant-poste, les soldats morts reçoivent des funérailles dignes. Plus tard, Ileska arrive en tant que nouveau capitaine de l'avant-poste. Les soldats lui font visiter les lieux tout en lui expliquant les problèmes liés aux attaques depuis les montagnes. Soudain, une explosion retentit, suivie d'une nouvelle attaque des insurgés. Un des soldats, qui était sous la douche, doit venir en aide à ses camarades tout en étant nu. Après l'attaque, Ileska envoie une équipe en patrouille. Bien qu'ils obéissent, les soldats continuent de se plaindre pendant leur marche, estimant cela inutile. Romesha en profite pour leur expliquer comment une bonne attaque pourrait exploiter les points faibles de l'avant-poste et détruire leurs bâtiments de ravitaillement ainsi que les générateurs. Quelques jours plus tard, Kirk surprend un habitant en train de prendre des photos de la zone et se lance à sa poursuite. L'homme manque de s'échapper, mais il heurte un autre soldat et tombe, laissant à Kirk le temps de l'attraper. Après avoir trouvé son téléphone et les photos, l'homme est menotté, et Thompson monte la garde tout en partageant l'histoire triste de sa famille, liée aux cicatrices sur son bras. Une nouvelle shura est organisée, mais cette fois, seulement la moitié des anciens se présentent. En soirée, les anciens se plaignent de ne pas avoir reçu l'argent promis par Keating, mais Ileska leur répond qu'il ne paiera qu'après une enquête sur les photos retrouvées dans le téléphone. Plus tard, Mohamed revient du village et annonce que les talibans préparent une attaque de grande envergure parce que les habitants sont mécontents de ne pas avoir reçu l'argent.
Cependant, ces avertissements ne sont pas pris au sérieux, car il lance des alertes similaires chaque jour. Par la suite, Ileska mène une équipe en patrouille. Mohamed reste à l'écoute de la radio pour détecter d'éventuelles conversations ennemies, mais prétend ne pas comprendre certains dialectes. En arrivant à un pont, Kirk et Carter le traversent les premiers pour s'assurer qu'il est sûr. Puis Ileska traverse avec Yinger, mais une explosion frappe le pont au milieu. Yinger parvient à se sauver, mais Ileska tombe dans l'eau et meurt. Du sang éclabousse le visage et la bouche de Yinger, qui reste sous le choc. Cette nuit-là, les soldats tentent de gérer leur deuil en écoutant de la musique. Romesha entend un bruit, va enquêter et découvre Yinger tremblant et marmonnant, arme à la main. Avec des mots apaisants, Romesha lui retire lentement les balles et partage une histoire personnelle sur la perte d'un ami proche à cause d'un sniper. Il devient évident que le traumatisme a profondément marqué Yinger, et lorsque l'hélicoptère arrive pour récupérer le corps de Ileska, Yinger décide de partir aussi. L'hélicoptère apporte également Brevard, le nouveau chef, qui annonce que le poste sera fermé en juillet et ordonne aux soldats de se concentrer sur le rangement des installations. Le lendemain, les soldats remettent à Brevard une pièce d'identité afghane trouvée près du pont. Ils pensent qu'elle appartient à un employé de la centrale hydroélectrique et veulent fouiller les villages. Brevard refuse, arguant que cela va à l'encontre des règles d'engagement, et rappelle que l'enquête est du ressort d'un officier spécialisé. Malgré les protestations de Romesha, ces ordres sont ignorés. Les jours passent et les soldats s'efforcent de maintenir leur routine. Une nouvelle attaque provenant des montagnes commence, et alors que les soldats ripostent, Romesha appelle Brevard pour demander des renforts. Brevard exige d'abord une identification visuelle de l'arme. Scusa utilise ses jumelles pour confirmer la cible, et un groupe de soldats sort pour aider. Après l'attaque, Brevard insiste à nouveau sur les règles d'engagement, expliquant qu'ils ne peuvent pas tirer sur quelqu'un simplement parce qu'il semble suspect, une identification par radio ou par arme est toujours nécessaire. Romesha proteste une fois de plus, affirmant qu'ils étaient clairement sous le feu ennemi, mais Brevard ne veut pas gaspiller de munitions ni aggraver les relations avec les habitants. Finalement, Brevard annonce que, sous pression du président afghan, ils ne partiront pas en juillet. Les soldats recevront une prime de $1000, et s'ils ont de la chance, ils pourront partir en octobre. Les soldats obéissent mais méprisent de plus en plus Brevard, surtout à cause de ses habitudes désagréables, comme uriner dans des bouteilles qu'il leur demande ensuite de jeter. Pendant le déjeuner, Carter se confie à Binderman sur l'antipathie générale envers Brevard, soulignant son comportement craintif et ses règles strictes. Binderman rappelle que Brevard a connu plus de batailles que tous réunis, et que leur devoir est d'obéir. Peu après, il commence à pleuvoir, et Carter grelotte sous le froid tout en assurant la garde et discutant de religion avec Galgo à la radio. Cette nuit-là, des mouvements sont détectés dans les montagnes, suivis d'une explosion au loin. Brevard autorise les soldats à tirer un mortier en guise d'avertissement. Il donne d'abord les mauvaises coordonnées, mais l'équipe le corrige à temps et le tir est effectué sans problème. Au matin, une réunion est organisée pour analyser la situation. Si les insurgés transportaient des mortiers à pied aussi tard, cela signifie qu'ils possèdent désormais une vision nocturne, mais l'origine de ces armes reste inconnue. La réunion est interrompue par l'arrivée des anciens, qui apportent une fillette morte en accusant les Américains d'en être responsables. Les soldats constatent que la fillette est morte depuis plusieurs jours et que les talibans l'ont probablement tuée pour les piéger. Cependant, Brevard décide de payer les anciens pour éviter des problèmes. Un des anciens révèle également qu'il sait que les Américains s'apprêtent à partir, une information censée être classifiée. Soudain, un ancien hurle de douleur après avoir été mordu par le chien. On ne sait pas s'il a provoqué l'animal intentionnellement, mais Mohamed explique que, dans leur culture, se faire mordre par un chien est extrêmement honteux. Les anciens exigent des représailles. Sans hésiter, Brevard tue le chien d'une balle et réprimande Scusa pour avoir gardé un animal de compagnie en temps de guerre. Le matin du 3 octobre 2009, Mohamed arrive en courant à la base, annonçant que tous les villageois ont fui et que des centaines de talibans entourent leur camp. Une fois encore, il n'est pas pris au sérieux, mais lorsqu'ils examinent les montagnes avec des jumelles, ses dires sont confirmés. Des explosions commencent à frapper leur camp, et les soldats se précipitent hors de leur lit pour défendre la base. Des explosifs commencent à exploser dans leur camp, et les soldats se précipitent hors de leur lit pour rejoindre l'équipe de défense. Une fusillade éclate tandis que les insurgés descendent la montagne. Un soldat manque de se faire toucher à la tête, mais son casque le sauve. Binderman court vers la salle des communications et tombe lorsqu'une explosion éclate derrière lui. Les caméras montrent que les insurgés ont encerclé tout le poste avancé, et aucun endroit n'est sûr. Rapidement, Binderman hurle à la radio en demandant de l'aide, mais une frappe aérienne n'arrivera que dans 2 heures. Thompson s'équipe et sort pour aider, mais il est tué sur place. Les autres soldats se déplacent pour atteindre les armes à longue portée et les véhicules, tout en continuant à tirer. Les munitions commencent à manquer, alors Carter se précipite dans le dépôt pour en récupérer. Cela prend du temps, et plusieurs soldats se cachent dans différents camions en attendant. Pendant ce temps, Romesha parcourt la base en donnant des ordres et en tirant sur tout ennemi qu'il aperçoit sur la montagne. Kirk se cache dans un bâtiment pour changer d'arme et sort rapidement pour attaquer. Cependant, une explosion le fait tomber, et une balle l'assomme.
Ses camarades ramènent son corps à l'intérieur. Il est évident que le poste avancé est en train de perdre la bataille. Désespéré, Haïd se précipite vers Binderman pour demander un soutien aérien, expliquant que ses hommes ne peuvent plus se battre sans munitions. En colère, Binderman lui ordonne de faire ce qu'il peut pour l'instant et le repousse hors du bâtiment. À l'infirmerie, les quelques médecins disponibles sont déjà débordés par les patients et ne peuvent pas aider les combattants. Un soldat se porte volontaire pour récupérer Kirk et traverse le poste tout en évitant les tirs et les explosions, tombant plusieurs fois en chemin. Finalement, il atteint le bâtiment et, avec l'aide des autres, place Kirk sur une civière pour l'emmener à l'infirmerie tout en courant sous le feu ennemi. Dans le dépôt, c'est le chaos, chacun essaie de prendre des munitions pour les distribuer dans tous les coins de la base. Scusa reçoit des munitions pour les groupes coincés dans les véhicules, mais il est abattu dès qu'il sort du bâtiment. D'autres soldats lancent des grenades fumigènes pour couvrir et ramènent son corps au médecin, mais Scusa est déjà mort à leur arrivée. Kirk, quant à lui, est toujours vivant, mais son pouls est faible. Carter attrape autant de munitions qu'il peut porter et commence à courir dans la base, se mettant à couvert avant chaque explosion. Il atteint finalement un véhicule où un autre soldat partage les munitions avec lui. Romesha continue de se déplacer furtivement dans le camp, utilisant toutes les armes qu'il trouve sur son chemin. Une grenade explose près de lui, et il saute pour l'éviter, mais son bras est blessé. Il utilise sa radio pour s'excuser auprès des soldats dans les camions, expliquant qu'il ne pourra pas les atteindre rapidement. Ensuite, Romesha entre dans un bâtiment pour élaborer un nouveau plan d'attaque avec d'autres soldats. Il se rend ensuite à l'infirmerie pour vérifier l'état de Kirk, mais ce dernier est déjà mort. Furieux, Romesha saisit une arme et part chercher une position pour éliminer le sniper ennemi, qu'il finit par tuer. Les combats continuent, les explosions se multipliant dans tout le camp. Hard apporte des munitions à un autre groupe dans un camion, mais leur véhicule se coince sur une bosse. À ce moment-là, ils découvrent que les talibans ont franchi le périmètre. Le groupe abandonne le véhicule pour les affronter, mais Hard est rapidement abattu, et bientôt, les autres sont également tués. Un seul soldat survit et court avertir Romesha, qui, avec Zaïd, tire sur tous les ennemis à proximité. Bientôt, ils apprennent que l'ennemi perce à plusieurs endroits de la base. Dans la salle des communications, Binderman reçoit un appel annonçant que les renforts sont proches. Le plan est de tenir aussi longtemps que possible, mais Romesha propose de reprendre la base en récupérant des munitions dans le dépôt et en bloquant la porte principale. Une explosion frappe le bâtiment des communications, et Binderman donne à contre-cœur son accord. Il coupe également toutes les communications, craignant que l'ennemi n'intercepte leurs messages. Les groupes bloqués dans les camions restent donc sans nouvelles de la situation. Fatigué d'attendre, le groupe de Galgo et Carter décide d'agir. Au début, son coéquipier l'en empêche, mais finit par accepter de lui fournir une couverture. Carter sort rapidement, atteint le soldat blessé, sécurise sa jambe et le porte. D'un seul élan, il retourne au camion. Après avoir rassemblé des volontaires, Romesha se faufile à travers le camp, ignorant les ordres de Binderman de patienter pour recevoir une mitrailleuse. Le groupe commence à tirer sur tous les ennemis qui pénètrent dans la base, avançant malgré l'épaisse fumée qui enveloppe la zone. Après avoir abattu de nombreux insurgés, ils atteignent la porte principale, et Romesha sécurise une pièce. Alors qu'il s'apprête à tirer sur les hommes sur la montagne, une bombe tombe du ciel, annonçant l'arrivée du soutien aérien. Les hélicoptères et bombardiers éliminent des dizaines d'ennemis en quelques secondes. Carter quitte à nouveau le camion, continuant à tirer tout en récupérant une radio pour confirmer que la frappe aérienne est bien de leur côté. Il retourne ensuite au véhicule, et avec le reste du groupe, utilise la radio pour contacter Binderman, qui explique qu'une grosse bombe va bientôt être larguée et qu'ils doivent évacuer seuls. Carter et son partenaire mettent le soldat blessé sur une civière et courent aussi vite qu'ils peuvent. Heureusement, ils atteignent l'infirmerie à temps, et le médecin n'a d'autre choix que d'utiliser son propre sang pour une transfusion. Les survivants commencent à donner leur sang pour aider leurs camarades blessés. Lorsque le nouveau capitaine arrive avec les renforts, la plupart du poste avancé est déjà détruite par les bombardements. Quelques insurgés sont encore dans la région, alors les renforts fouillent la montagne pour les neutraliser. Au poste, les survivants cherchent dans tous les coins pour rassembler les corps et découvrent Mohamed caché dans une armoire, prêt à dire « Je vous l'avais bien dit ». Lorsque le nouveau capitaine entre dans le camp, Binderman, en larmes, lui fait son rapport sur les pertes. Le capitaine le félicite pour son leadership et annonce que le poste avancé sera détruit dès le lendemain. Cette nuit-là, les rares survivants se rassemblent pour chanter une dernière chanson en guise d'adieu avant que les hélicoptères ne les évacuent. En s'envolant, ils assistent à l'explosion qui achève la destruction du poste, mais apprennent avec tristesse que l'homme sauvé par Carter n'a pas survécu. Tous reçoivent des décorations pour leur bravoure, et Carter ainsi que Romesha reçoivent des médailles d'honneur, faisant de leur unité l'une des plus décorées de la guerre. 3 jours plus tard, dans une nouvelle base, les soldats appellent leurs proches. Carter rencontre un psychologue, mais subit une crise de stress post-traumatique qui l'empêche de respirer. Le psychologue l'aide à se calmer. Une enquête conclut que la bataille de Kandesh est due à un leadership défaillant, incapable d'améliorer les défenses du poste. Cette conclusion mène à la fermeture de tous les postes avancés jugés, évidemment indéfendables.
Cette bataille marque la première fois en 50 ans que des médailles d'honneur sont attribuées à des hommes encore vivants.